Aujourd'hui, nous plongeons sous les pelouses les plus célèbres du monde pour découvrir que la demeure du président des États-Unis est bien plus qu'une simple résidence historique. Saviez-vous que ce bâtiment a failli s'effondrer totalement dans les années 1940 à cause d'une surcharge structurelle accumulée sur un siècle et demi? Comment une construction hybride du XVIIIe siècle, combinant maçonnerie et bois, a-t-elle été métamorphosée en une structure moderne à ossature d'acier? Et surtout, quels sont les secrets techniques dissimulés dans les volumes que le public ne voit jamais? Attachez vos ceintures, car nous allons disséquer les mutations d'un monument qui a dû être intégralement vidé pour survivre entre l'incendie dévastateur de 1814 et la reconstruction radicale sous l'ère Truman. L'histoire technique de la Maison-Blanche débute officiellement le 13 octobre 1792. À cette époque, le site choisi par George Washington n'est qu'un terrain accidenté au sein du district de Columbia. L'architecte irlandais James Hoban, lauréat du concours de conception, ne supervise pas une structure légère, mais une bâtisse massive, inspirée de la Leinster House de Dublin. Les murs extérieurs et les murs de refend intérieur sont érigés en maçonnerie lourde, utilisant principalement le grès d'Aquia Creek. Ce matériau, extrait en Virginie, est une pierre sédimentaire poreuse. Sa porosité est un enjeu majeur car elle absorbe l'humidité, ce qui peut provoquer des fissures lors des cycles de gel et dégel. Pour pallier ce défaut, les ouvriers appliquent dès 1798 un badigeon à la chaux destiné à sceller les pores de la pierre. Si cette protection confère au bâtiment sa couleur caractéristique, il est important de préciser que le nom officiel de White House ne sera formellement adopté par Theodore Roosevelt qu'en 1901. À l'origine, la structure interne repose sur un système de solives et de charpentes en bois qui soutiennent les planchers. Ce mélange de murs porteurs en pierre et d'aménagements intérieurs combustibles crée une vulnérabilité thermique importante. En novembre 1800, le président John Adams aménage dans un bâtiment encore largement en chantier. Le confort est rudimentaire. L'absence de plomberie intégrée oblige à un approvisionnement manuel en eau et les systèmes de chauffage se limitent à des foyers ouverts, gourmands en bois. Les fondations, bien que situées sur un sol historiquement décrit comme humide, sont ancrées dans une terre argileuse qui, contrairement aux idées reçues, ne provoque pas d'enfoncement immédiat de type marécageux, mais impose une gestion stricte du drainage. La première rupture majeure dans l'intégrité du bâtiment survient le 24 août 1814, lors de la guerre de 1812. Les troupes britanniques, après avoir investi la capitale, incendient la résidence présidentielle. Le feu ne détruit pas les murs extérieurs en grès, mais il consume l'intégralité des planchers, des escaliers et de la charpente en bois. La chaleur dégagée est si intense qu'elle provoque des dommages thermiques profonds sur la pierre d'Aquia Creek, entraînant des éclatements de surface et une fragilisation de la structure portante. Sa cohésion moléculaire a été sévèrement altérée. James Hoban est de nouveau sollicité pour diriger la reconstruction. Pour des raisons de rapidité et de budget, la décision est prise de conserver la coque de pierre calcinée. Les ouvriers grattent les traces de suie et renforcent les murs avant de réinstaller une structure interne qui, malheureusement, reproduit le schéma initial. Des poutres et des solives en bois massif. En 1817, la Maison-Blanche est de nouveau opérationnelle. Mais elle dissimule sous ces nouvelles couches de peinture des murs fragilisés par l'incendie et une charge structurelle qui ne cessera d'augmenter. Tout au long du XIXe siècle, les présidents successifs ajoutent des innovations technologiques sans renforcer l'ossature de base. En 1833, l'eau courante est introduite grâce à des tuyaux de plomb, suivi du chauffage central à air chaud en 1840 et du gaz en 1848. Chaque installation nécessite de percer les murs de refend et d'entailler les poutres porteuses pour faire passer les conduits, ce qui affaiblit progressivement la résistance mécanique de l'ensemble. Au tournant du XXe siècle, la Maison-Blanche atteint ses limites physiques. En 1902, sous Theodore Roosevelt, l'aile ouest est construite pour séparer les espaces de travail des espaces de vie, mais le bâtiment principal continue de souffrir. L'ajout de l'électricité en 1891 a nécessité des kilomètres de câblage dissimulés derrière les boiseries sèches, augmentant le risque d'incendie. En 1909, Taft installe le premier bureau ovale. Mais c'est en 1927 que la structure subit une modification fatale. L'ancien toit de bois est remplacé par une structure en acier et en béton pour aménager un troisième étage.
Cette nouvelle charge massive est reportée sur les vieux murs intérieurs en briques et en bois, qui n'ont jamais été conçus pour un tel poids. En 1948, sous la présidence de Harry Truman, les signes de défaillance deviennent alarmants. Un lustre de la salle Est se met à osciller de manière inexpliquée et un affaissement notable est observé dans les appartements privés. Contrairement à l'image romancée d'un piano traversant totalement le plancher de la chambre de Margaret Truman, les rapports des ingénieurs de l'époque documentent un fléchissement structurel critique des solives, rendant le bâtiment officiellement dangereux. La commission de rénovation conclut que la structure interne est en train de s'effondrer sous son propre poids. Entre 1949 et 1952, une opération chirurgicale sans précédent est lancée. On ne se contente pas de rénover, on procède au curage intégral du bâtiment. Les murs extérieurs historiques sont étayés par une forêt de poutres en acier pendant que l'intérieur est entièrement démonté manuellement et mécaniquement. Les ouvriers creusent de nouvelles fondations à 7 mètres de profondeur pour y couler des semelles en béton armé capables de supporter une nouvelle ossature interne en acier indépendant de la façade. C'est lors de cette reconstruction Truman que la Maison-Blanche acquiert ses capacités logistiques modernes. On installe une climatisation centrale, un système d'ascenseurs performant et on multiplie les niveaux de sous-sol. C'est aussi à cette période, marquée par la guerre froide, que les infrastructures de sécurité sont renforcées. Sous l'aile Est, le Presidential Emergency Operations Center est consolidé. Ce bunker, conçu pour résister à des frappes conventionnelles, est le centre névralgique en cas de crise majeure. Concernant les rumeurs de tunnels, il existe bien des passages de liaison. Un tunnel sécurisé relie l'aile Est au bâtiment du trésor voisin. Aujourd'hui, la Maison-Blanche est un complexe de 132 pièces réparties sur 6 niveaux, dont plusieurs sont situés sous le niveau du sol. La gestion de ce bâtiment nécessite une précision d'orfèvre. La façade nécessite plus de 2100 litres de peinture blanche pour chaque réfection globale. Le bâtiment est également équipé de vitrages pare balles de haute densité et de systèmes de filtrage d'air sophistiqués pour contrer les menaces chimiques ou biologiques. L'aile ouest, bien que située en surface, est protégée par des capteurs sismiques et des dispositifs de surveillance électronique de pointe, transformant ce qui ressemble à une demeure géorgienne classique en un centre de commandement technologique intégré. L'évolution de la Maison-Blanche illustre parfaitement le passage d'une architecture de prestige du XVIIIe siècle à une ingénierie de survie du XXIe siècle. Elle n'est plus une simple structure de pierre et de briques, mais un assemblage hybride où l'esthétique historique sert d'enveloppe à une cage d'acier et de béton hautement sécurisée. Sa capacité à avoir survécu à l'incendie de 1814 et à l'effondrement structurel de 1948 démontre une volonté constante de maintenir la continuité symbolique de l'État à travers la conservation de sa façade tout en acceptant des transformations internes radicales. Ce bâtiment n'est pas un monument indestructible par nature, mais un objet architectural maintenu en vie par des cycles de maintenance et de reconstruction technologique permanents. Chaque modification, de l'installation de la première ampoule électrique au serveur informatique actuel, a dû être intégrée dans une coque de grès vieille de plus de 2 siècles, ce qui représente un défi constant pour les architectes et les ingénieurs du National Park Service. La Maison-Blanche reste ainsi le témoin physique de l'évolution des standards de sécurité et de confort de la société américaine, passant d'une résidence ouverte à tous à une forteresse numérique invisible mais omniprésente. Voilà ce qui conclut ce décryptage. Merci d'avoir suivi jusqu'au bout. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like et à nous dire en commentaire votre avis sur cette incroyable reconstruction structurelle. De nouveaux épisodes arrivent bientôt, alors n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien manquer. À très vite!